Dans une précédente vidéo, j'avais osé parler du fait que j'avais été victime d'un crime sexuel quand j'avais 14 ans et il me paraissait intéressant de revenir sur la procédure judiciaire que j'ai choisi de mener face à ça. Alors, je vais rassurer tout de suite les personnes qui ont peur ou qui appréhendent de regarder cette vidéo parce que ça pourrait les choquer. Je ne vais pas parler de ce qui m'est arrivé à proprement parler, on s'en fout. C'est pas le sujet de cette vidéo. Là, la seule chose que je voulais évoquer avec vous, c'était le parcours que ça a été, comment ça s'est passé, de porter plainte pour ce genre de crime, et qu'est-ce qui se passe ensuite, quelles ont été les peines s'il y en a eu, etc. C'est un peu plus autour de ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et donc, on y va tout de suite pour la plainte. Les faits remontent à 2009, j'ai 14 ans à l'époque et donc je fais un déni comme beaucoup de victimes. Donc pendant 8 ans à peu près, je ne me souviens pas de ce qui est arrivé. Quand je sors du déni, je décide de porter plainte. Alors je ne peux pas expliquer pourquoi est-ce que j'ai eu ce besoin-là. Peut-être, je sais pas, c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, cette envie de, une fois que j'assume quelque chose, de vouloir aller au bout du combat peut-être. Donc je vais porter plainte au commissariat à côté de là où j'habitais, donc pas du tout le commissariat à côté de là où ont été, enfin pas du tout le commissariat de là où les faits se sont produits. On m'a demandé, alors pour le coup je tiens à dire que je salue le travail qui a été fait par la plupart des policiers que j'ai rencontrés. J'ai été très bien accueillie là-bas, ils m'ont demandé si vous voulez que la déposition soit prise par un homme ou par une femme. J'ai choisi un homme parce qu'à l'époque j'étais très fâchée avec les femmes. Donc j'ai choisi un homme, je suis tombée sur un jeune policier qui a été très respectueux, très gentil, très bienveillant, qui m'a laissé le temps quand c'était dur de me remettre de mes émotions, etc. Donc dépôt de plainte et ensuite plus rien pendant un an à peu près. Au bout d'un an, le temps que la plainte soit instruite, qu'on décide si jamais ça peut aller au procès, etc. En fait, il y a toute une phase pénale où d'abord c'est étudié par un magistrat qui va dire si oui ou non il juge que la plainte est recevable. Une fois que la plainte est jugée recevable, et ben là, c'est retravaillé derrière et ensuite l'enquête commence entre guillemets. Alors moi le problème c'est que les faits ils datent de il y a je sais pas combien de temps, donc l'enquête elle est un peu légère. Par contre il y a obligation de, alors il n'y a pas obligation, normalement c'est facultatif pour les victimes, mais c'est toujours demandé d'aller dans un centre médico-légal où tu vas faire un entretien pour évaluer le traumatisme et évaluer ton profil psychologique et en gros évaluer la probabilité qu'il y ait bien eu ce traumatisme-là et que c'est pas autre chose, genre que t'es pas malade mental et que t'es pas en train de délirer, quoi. En gros, c'est ça qu'on vérifie. Donc c'est un entretien qui est très long. Moi, j'ai eu la chance, pareil, de tomber sur un médecin qui était assez froid mais respectueux et j'ai pas eu de problématiques particulières. C'est pas du tout un truc de thérapie. Donc la personne, elle est pas là pour vous accompagner. Elle va juste vous poser des questions qui sont très intimes, évidemment. À ce moment-là, il faut encore raconter tous les faits, donc c'est déjà fait pendant la plainte. Là, il faut raconter encore une fois tout. Ensuite, il pose des questions sur les rapports familiaux, sur les impacts sur la vie, etc. Et à la fin, il fait un énorme compte-rendu où il estime si oui ou non on retrouve bien les traces d'un traumatisme tel que celui dénoncé dans la plainte dans la psyché de la personne. Et donc moi, c'était mon cas. Typiquement, le compte-rendu disait bien que oui, le profil psychologique de la personne, les problématiques qu'elle rencontre corroborent l'idée, ou vont avec l'idée que en effet il y aurait un traumatisme d'ordre sexuel dans le passé de cette personne. À partir de là, c'est très long parce que du coup, il faut retrouver les mecs, sauf que j'avais le nom que d'un des deux et encore moi ça va, je les connaissais. Donc enfin ça va, je les connaissais. On va mettre des guillemets un peu partout, mais j'avais au moins le nom d'un des deux. Donc du coup, j'ai dû retourner à l'endroit dans la ville où se sont déroulés les faits pour essayer de retrouver la maison où ça s'était passé. Et donc là, c'est la seule fois où je suis tombée sur des policiers où ça s'est pas très bien passé parce que je me suis retrouvée avec eux dans la voiture et en fait, on était en train, mais moi, enfin voilà, il y avait 12 ans d'écart entre le moment où ça s'est passé et le moment où on est en voiture en train de chercher la maison. Et donc évidemment, je n'arrive pas à la retrouver. Et en fait, ils sont dans la voiture, on tourne en rond, on essaye plusieurs rues, je pense que c'est par là, mais je suis pas sûre. Et au bout d'un moment, il y en a un qui finit par me dire non mais mademoiselle, au bout d'un moment, je veux dire, bon, je dis pas que vous mentez, hein, mais c'était il y a 12 ans, vous n'arrivez pas à retrouver la maison, vous vous souvenez pas des lieux. Enfin, encore une fois, hein, je dis pas que vous mentez, mais c'est un peu chelou votre histoire, quoi. Bon, ça, on passe, mais c'est le seul moment de tout ce parcours où je suis mal tombée, on va dire, et c'était dans le nord de la France, qui n'est pas du tout réputé pour être à la pointe des évolutions sur le sexisme, etc. Donc, pas non plus hyper surprenant. Donc, une fois que tout ça, ça s'est produit, le temps passe, et ça ne sera qu'en 2021, donc 4 ans plus tard, qu'aura lieu le procès. Et donc là, c'est pareil, c'est une épreuve qui est quand même assez dure à vivre. Alors déjà, évidemment, la plainte a été requalifiée de crime
de crime sexuel vers une agression sexuelle, donc ça a été déclassifié, donc ça n'a pas été jugé en assises, mais ça a été jugé au pénal, comme énormément de plaintes dans ce cas-là. Normalement, ça aurait dû être jugé aussi sur un tribunal pour mineurs, parce que j'avais 14 ans. Là aussi, ça ne s'est pas fait. Ça a été jugé par un tribunal pour adultes, parce que les mineurs, ils sont débordés. Donc en fait, ça joue aussi sur les peines et ça joue sur plein de choses. Quand on est parti au tribunal, mon avocate, elle était vraiment pas du tout convaincue que ça allait pouvoir donner suite, parce que les faits sont très anciens, on avait beaucoup de choses, mais en même temps pas tant que ça. C'est-à-dire que les preuves que moi j'amène, c'est que j'ai écrit un livre sur ça qui parle de ce que j'ai vécu et de comment j'en ai guéri. Pour le procès spécifiquement, j'ai écrit un rapport de 12 pages de tout ce que ça avait atteint dans ma vie. J'ai une attestation de ma psy qui dit qu'on a travaillé sur ça pendant 2 ans. J'ai évidemment tous mes proches qui ont témoigné du fait que ça s'était dit, mes parents ont été entendus, enfin bon bref. Donc il y avait quand même beaucoup de choses, mais il y a pas de film. En fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que il y a pas de preuve à part le fait que tu le dis, et même si tout ton entourage le dit, et même si t'as 15 milliards de preuves et de thérapeutes et que le médico-légal a dit aussi, en fait, tout ça, on s'en fout. Et c'est ça qui est très violent, c'est que ta voix, on s'en fout, et ce qu'ils veulent, c'est des vraies preuves, et sauf que des vraies preuves pour ce genre de choses, au sens vraies preuves de la justice actuelle, c'est impossible de les fournir. En fait, ça n'est juste pas possible. Donc ça, déjà, on partait pas sereine, et ensuite elle m'a bien expliqué qu'il fallait surtout pas que je m'énerve. Alors ça, c'est un autre souci, parce qu'en fait, quand tu vis un traumatisme comme ça, t'es forcément extrêmement en colère. C'est vraiment l'émotion de base, et donc dire à une victime de ne pas s'énerver, c'est un peu contre nature, on va dire. C'est un peu lutter contre soi. Donc t'as le droit de pleurer. Ça, la bonne victime, elle a le droit de pleurer, t'as le droit de t'effondrer, t'as le droit de t'évanouir. Tout ce qui touche de près ou de loin au féminin, t'as le droit. Par contre, la colère, c'est rigoureusement interdit. Donc évidemment, le procès démarre, et là, il faut à nouveau tout raconter, c'est-à-dire que pourtant, ils l'ont lu, je veux dire, je l'ai raconté 3 fois, etc. Mais non, il faut que tu te pointes à la barre et que tu racontes tout une énième fois. Donc là, t'as un jury de 5 personnes, t'as les mecs qui sont accusés qui sont là, les avocats, les machins, et tu racontes ton histoire. Et donc là, évidemment, ils te posent des questions, ils vont plus loin, ils fouillent, etc. Bon, bref, donc ça, j'ai passé 40 minutes à la barre, c'était interminable, très long, vraiment très long, très dur. Et ensuite, c'est l'avocat de la défense, donc l'avocat des mecs, qui prend la parole. Et là, c'était l'angoisse, parce qu'en fait, ils viennent taper partout où ils peuvent taper. Par exemple, ils ont dit qu'après tout, si j'avais une relation conflictuelle avec mon père, comme n'importe quelle adolescente, je veux dire, oui, à l'adolescence, j'avais une relation conflictuelle avec mes parents, quoi, un peu comme tout le monde. Peut-être que c'était mon père qui m'avait agressé finalement. Voilà, c'est ce genre de choses qui est utilisé par la défense. Et en fait, le point final de la défense, c'est bon, il est évident que mademoiselle a vécu un crime sexuel, mais rien ne prouve que c'est mon client. Et moi, je suis en face, j'ai envie de dire, rien à part le fait que je dis que c'est lui, en fait. Donc voilà, je veux dire, j'ai la preuve que je me suis bien fait agresser. Je dis que c'est lui, mais non, en fait, ça ne s'entend pas. Donc ensuite, c'est mon avocate qui prend la parole, et après le jury va délibérer. Quand le jury revient, la condamnation tombe, donc les mecs sont jugés coupables, avec des peines ridicules. Ils sont jugés coupables, ils prennent 1 an avec sursis chacun, et 15 000 € de dommages et intérêts à 2, donc 7 500 € chacun, et 15 000 € pour moi. Donc rien, en fait, parce qu'on parle quand même d'un crime à la base. Donc ok, ça a été reclassifié de tous les côtés pour que ce soit jugé plus rapidement, 4 ans quand même, pour que ce soit jugé. Mais on parle de dire c'est un crime et c'est 1 an avec sursis, quoi. Et en tant que victime, tu le payes toute ta vie. Donc c'est un peu léger. Alors oui, c'est sûr, en tant que victime, tu sors de là, tu te dis bon c'est bien, au moins ça a été genre je suis reconnue en tant que victime, mais c'est pas à la hauteur. En fait, ça va pas. Les peines, les peines sont pas entendables. Et vous vous demandez sûrement, puisque je n'arrête pas de répéter que ma parole n'a pas de valeur et que ça n'est pas ça qui a fait pencher le procès en ma faveur, comment ça se fait qu'ils aient été jugés coupables? Alors à ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est le passé de ces mecs-là, c'est-à-dire qu'il y en a un qui sortait de 5 ans de tôle pour des faits similaires commis à 2 mois d'écart de ceux que moi je dénonce, qui avait un petit côté un peu où il y a le dit et puis là le profil, quoi. Le deuxième, il y avait un passé de violence conjugale, de tout des trucs comme ça. Et surtout, l'élément qui a été clé dans tout ça, c'est la déposition de la sœur d'un des 2 gars qui était ma meilleure amie de l'époque. Et là, navré, je dois rentrer un tout petit peu dans le détail, mais qui a déclaré le même nombre de doigts
que moi, tout simplement parce que son frère a eu l'excellente idée de lui en parler le lendemain. Alors évidemment, elle dit que pour elle, je n'ai pas été victime d'un crime, c'est juste que j'assume pas et que du coup, j'appelle ça un crime aujourd'hui, mais juste parce que j'assume pas ce qui s'est passé, ou parce que j'ai que ça à foutre 10 ans après de revenir sur un truc pareil, ça n'a aucun sens, c'est pas grave. Et en fait, le jury a estimé que une telle coïncidence sur donc le nombre ne pouvait pas être un hasard et que c'est ça qui prouve que ce que je dis est vrai. Voilà. Donc en fait, tout le reste, s'il n'y avait pas eu ça, c'était mort. S'il n'y avait pas eu ça, c'était classé sans suite. Si j'ai choisi de raconter cette histoire sur la chaîne, c'est déjà parce que, comme je l'ai dit dans plusieurs autres vidéos, j'ai choisi mon combat, mes combats, les enfants en tête de liste et les violences sexuelles à la suite. Et il me paraissait important en fait de présenter qui j'étais par rapport à ça. Et je pense que la meilleure chose qu'on puisse faire pour combattre ces violences-là, c'est déjà de dire ce qu'elles font et de dire ce qu'il se passe. Et je trouve que moi, ce que j'ai vécu, c'est intéressant parce que déjà, je fais partie des 0,6% de condamnations qui ont lieu sur le territoire français. Donc en fait, je suis une exception et je trouve ça assez incroyable que pour que ça ait pu se produire, il ait fallu autant de facteurs en plus de ma parole. C'est-à-dire que ma parole, on s'en fout, mais pour arriver à une condamnation, il a fallu que je tombe dans une famille compliquée parce qu'il y a eu la déposition de la mère aussi qui était impliquée, qui était là pendant la soirée. Donc une famille compliquée. Que ce soit vraiment glauquissime, que les mecs aient été déjà condamnés pour des faits similaires, que y ait un témoignage de tierce qui atteste du fait qu'il s'est bien passé quelque chose à cette soirée. Bref, en fait, il a fallu un nombre incalculable de faits additionnels pour que un jugement positif en la faveur de la victime puisse être rendu. Et ce que je trouve incroyable, c'est que par exemple, pourquoi faire subir aux victimes l'entretien médico-légal si on ne tient pas compte de ce que dit le rapport? Je ne comprends pas ce truc-là. Et l'argument qui a été avancé par la défense de oui, mais rien ne le prouve à part qu'elle le dit, c'est un argument qui a aucun sens. Parce qu'en fait, oui, si jamais la personne était ultra connue et qu'il y avait un gros pactole à la clé, ce qui n'arrive jamais, hein, je vous rassure, mais admettons, s'il pouvait y avoir une volonté politique de faire tomber quelqu'un, ou si la personne, c'est un ex-conjoint, par exemple, et qu'il y a une question de garde d'enfant, et que du coup, ça peut être en ta faveur aussi. Mais là, moi, je viens 10 ans après, avec des mecs avec qui j'ai plus aucun contact, les gars, c'est personne, c'est même des cassos. Quel est l'intérêt pour la victime de venir faire ça? C'est quoi quel pourrait être le but? Et c'est là où moi j'ai été démunie. Pareil, j'ai quand même écrit un rapport de 12 ou 15 pages sur ce que j'avais vécu. J'ai écrit un livre quand même, une compilation de textes qui sortent des tripes qui parlent de ça. C'est-à-dire, ça ne s'invente pas. Et je ne comprends pas qu'on ne soit pas encore passé dans une justice qui reconnaisse la parole de la victime. Alors je dis pas encore une fois que dès qu'une victime dit oui, lui, il m'a fait ça, bim, on condamne. C'est pas le propos. Mais c'est bon quoi à un moment donné, quand on a le rapport d'expertise qui le dit, quand tout l'entourage le dit, quand la personne, quand elle est à la barre, tu vois bien que c'est le cas et qu'il n'y a aucun aucun risque pour l'agresseur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien politique, il n'y a pas de liens familiaux, il y a aucune entente en fait, il y a rien qui se passe entre l'agresseur et la victime. Pourquoi est-ce que la victime irait accuser ce mec-là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est quelque chose qui me paraissait essentiel d'être dénoncé parce qu'aujourd'hui, la justice n'est pas fonctionnelle et si elle n'arrive pas à faire son travail sur ces cas-là, sur les violences sexuelles, c'est bien parce que le système juridique, il n'est pas pensé pour ce genre de problématique. Donc la loi commence à changer, mais c'est très long et je pense qu'il est important de continuer à en parler et je pense que bientôt, je ferai une vidéo complète pour expliquer vraiment comment ça se passe sur le pénal de manière générale et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que les plaintes puissent mener quelque part et que la justice soit vraiment du côté des victimes. Parce que pour l'instant, on a une justice qui protège les agresseurs et qui condamne les victimes dans 99,4% des cas. Et ça, c'est un énorme problème. C'était une vidéo compliquée à tourner, mais ça me paraissait important de le faire et parler de soi pour ce genre de choses, c'est toujours
essentiel parce que c'est par les exemples qu'on arrive à vraiment dénoncer les choses. Je ne l'ai encore jamais fait sur la chaîne, mais sur cette vidéo particulièrement, je vous demanderai d'être sympa dans les commentaires, s'il vous plaît, de pas être injurieux, etc. C'est pas des choses qui sont faciles à dire, et je le fais vraiment par conviction du fait que plus on entendra ce genre de retour, plus on arrivera à comprendre les problèmes qui y sont liés. Voilà, merci beaucoup.